Deuxième sous-titre, l'Amérique. Alors que le bolchevisme, selon les paroles de Lénine, considéra le monde romano-germanique comme le plus grand obstacle à l'avènement de l'homme nouveau et parvint, en profitant de la croisade des nations démocratiques aveuglées, à lui enlever pratiquement toute influence sur l'orientation des destins européens, il a vu, idéologiquement dans les États-Unis, une sorte de terre promise. Les dieux antiques partis, l'exaltation de l'idéal technico-mécanique devait avoir pour conséquence une sorte de culte de l'Amérique. La tempête révolutionnaire de la Russie soviétique doit s'unir au rythme de la vie américaine. Intensifier la mécanisation déjà en cours en Amérique et l'étendre à tous les domaines, telle est la tâche de la nouvelle Russie prolétarienne. Ces formules correspondent à des directives quasi officielles. C'est ainsi qu'un Gastef a proclamé le super-américanisme et que Majekovski a adressé à Chicago Métropole électro-dynamo-mécanique, son hymne collectiviste. L'Amérique en tant que citadelle, haïe de l'impérialisme capitaliste, passe évidemment ici au second plan par rapport à l'Amérique qui symbolise la civilisation de la machine, de la quantité et de la technique. Les éléments de ressemblance, loin d'être extrinsèques, trouvent une confirmation dans beaucoup d'autres domaines. Tout le monde connaît la nature et le nombre des divergences qui séparent la Russie et l'Amérique du Nord sur le plan ethnique, historique, caractériel, etc. Il n'est donc pas nécessaire de les souligner à nouveau. Ces divergences, toutefois, ne modifient en rien ce fait fondamental. Certaines parties d'un idéal qui, dans le bolchevisme, n'existe encore que comme tel, ou a été imposé par une contrainte extérieure, se sont réalisées en Amérique en vertu d'un processus quasi spontané. Ce ne sont pas là des théories, mais une réalité de faits naturelle et évidente. C'est donc dans un milieu encore plus vaste que celui auquel songeait Engels que s'est réalisée sa prophétie, à savoir que ce serait le monde du capitalisme qui aplanirait la voie pour le monde du quatrième état. L'Amérique aussi, dans sa façon essentielle de considérer la vie et le monde, a créé une civilisation qui se trouve en parfaite contradiction avec l'ancienne tradition européenne. Elle a définitivement instauré la religion de l'utilitarisme et du rendement. Elle a placé l'intérêt pour le gain, la grande production industrielle, la réalisation mécanique, visible, quantitative, au-dessus de tout autre. Elle a donné naissance à une grandeur sans âme de nature purement technico-collective, privée de tout arrière-plan de transcendance, de toute lumière d'intériorité et de vraie spiritualité. Elle a aussi opposé à la conception de l'homme intégré en tant que qualité et personnalité dans un système organique, une conception où il n'est plus qu'un simple instrument de production et de rendement matériel dans un conglomérat social conformiste. Alors que dans le processus de formation de la nouvelle mentalité soviético-communiste, l'homme-masse qui vivait déjà mystiquement dans le sous-sol de la race slave a joué un rôle important et qu'il n'y a de moderne que le plan en vue de son incarnation rationnelle dans une structure politique omnipotente en Amérique. Le phénomène procède du déterminisme inflexible par lequel l'homme, en se séparant du spirituel pour se consacrer à une volonté de grandeur temporelle, cesse, par-delà toute illusion individualiste, de s'appartenir à lui-même pour devenir partie intégrante d'une entité dont il dépend et qu'il finit par ne plus pouvoir dominer. C'est précisément l'idéal de conquête matérielle poursuivi par une vague d'émigrés qui furent les premiers à donner le signal des révolutions et que leur éthique dominante, protestante et puritaine, devait rendre extrêmement réceptif à l'action de l'esprit hébraïque, qui a entraîné la transformation et la perversion que l'on constate en Amérique. On a dit avec raison que dans sa course vers la richesse et la puissance, l'Amérique a abandonné la voie de la liberté pour suivre celle du rendement. Toutes les énergies, y compris celles de l'idéal et presque celles de la religion, concourent à ce même but productif. On est en présence d'une société de rendement, presque d'une théocratie de rendement, qui vise finalement à produire des choses plus encore que des hommes. Ou des hommes seulement en tant que plus efficaces producteurs de choses. Une sorte de mystique exalte aux États-Unis les droits suprêmes de la communauté. L'être humain devenu moyen plutôt que but accepte ce rôle de rouage dans l'immense machine, sans penser un instant qu'il puisse en être diminué. D'où un collectivisme de fait,
voulu des élites et allègrement accepté de la masse qui subrepticement mine la liberté de l'homme et canalise si étroitement son action que, sans en souffrir et sans même le savoir, il confirme lui-même son abdication. La jeunesse, elle, ne laisse apparaître aucune protestation, aucune réaction contre la tyrannie collective. Elle l'accepte manifestement comme allant de soi. Elle n'a pas la mentalité individualiste. Bref, le régime lui convient. Cet état de choses provoque l'apparition de thèmes identiques, en ce sens que, même dans le domaine plus général de la culture, s'établit nécessairement et spontanément une correspondance avec les principes formateurs de la nouvelle civilisation soviétique. Ainsi, bien que l'Amérique ne pense pas du tout à bannir tout ce qui est intellectualité, il est certain qu'elle éprouve à l'égard de celle-ci, dans la mesure où elle n'apparaît pas comme l'instrument d'une réalisation pratique, une indifférence instinctive, comme à l'égard d'un luxe auquel ne doit pas trop s'attarder celui qui est porté vers les choses sérieuses, telles que le get rich quick, le service, une campagne en faveur de tel ou tel préjugé social et ainsi de suite. En général, tandis que les hommes travaillent, ce sont surtout les femmes qui s'occupent en Amérique de spiritualisme, d'où le très important pourcentage de membres féminins dans les milliers de sectes et de sociétés où le spiritisme, la psychanalyse et des doctrines orientales déformées se mêlent à l'humanitarisme, au féminisme et au sentimentalisme, puisque en dehors du puritanisme socialisé et du scientisme, c'est à peu près à ce niveau que se situe la spiritualité américaine. Et même lorsque l'Amérique attire avec ses dollars les représentants et les œuvres de l'ancienne culture européenne, utilisées volontiers pour la détente des seigneurs du troisième État, le véritable centre se trouve pourtant ailleurs. En Amérique, l'inventeur, entre guillemets, de quelques nouvel engin qui multiplient le rendement, sera toujours en fait plus considéré que le type traditionnel de l'intellectuel. Il n'arrivera jamais que tout ce qui est gain, réalité et action au sens matériel pèse moins dans la balance des valeurs que tout ce qui peut procéder d'une attitude de dignité aristocratique. Si l'Amérique n'a pas banni officiellement, comme le communisme, l'ancienne philosophie, elle a fait mieux. Par la bouche d'un William James, elle a déclaré que l'utile est le critère du vrai et que la valeur de toute conception, même métaphysique, doit être mesurée à son efficacité pratique, c'est-à-dire en fin de compte, selon la mentalité américaine, son efficacité économico-sociale. Le pragmatisme est une des marques les plus caractéristiques de la civilisation américaine envisagée dans son ensemble, ainsi que la théorie de Dewey et le behaviorisme qui correspond exactement aux théories tirées en URSS des vues de Pavlov sur les réflexes conditionnés, et comme celle-ci exclut totalement le moi et la conscience en tant que principe substantiel. L'essence de cette théorie typiquement démocratique est que n'importe qui peut devenir n'importe quoi, moyennant un certain training et une certaine pédagogie, ce qui revient à dire que l'homme en soi est une substance informe, malléable, tout comme le conçoit le communisme, qui considère comme anti-révolutionnaire et anti-marxiste la théorie génétique des qualités innées. La puissance de la publicité, de l'advertising en Amérique, s'explique d'ailleurs par l'inconsistance intérieure et la passivité de l'âme américaine qui, à maints égards, présente les caractéristiques bidimensionnelles non de la jeunesse, mais de l'infantilisme. Le communisme soviétique professe officiellement l'athéisme. L'Amérique n'en est pas arrivée là, mais sans s'en apercevoir, tout en étant même souvent convaincue du contraire, elle glisse le long d'une pente où rien ne subsiste de ce qui, même dans le cadre du catholicisme, avait le sens d'une religion. Nous avons déjà vu à quoi la religiosité se réduit dans le protestantisme. Ayant repoussé tout principe d'autorité et de hiérarchie, s'étant libérée de tout intérêt métaphysique, des dogmes, des rites, des symboles et des sacrements, elle s'est appauvrie en un simple moralisme, qui dans les pays anglo-saxons puritains et surtout en Amérique, passe au service de la collectivité conformiste. Siegfried remarque justement que la seule véritable religion américaine est le calvinisme, qui professe que la cellule véritable de l'organisme social, ce n'est pas l'individu, mais le groupe, la fortune étant considérée comme un signe de l'élection divine,
il devient difficile de distinguer l'aspiration religieuse de la poursuite de la richesse. On admet ainsi comme moral et désirable que l'esprit religieux devienne un facteur de progrès social et de développement économique. En conséquence, les vertus nécessaires à la poursuite de fins surnaturelles finissent par apparaître inutiles et même nocives. Aux yeux d'un pur Américain, l'ascète n'est qu'un homme qui perd son temps, un parasite de la société. Le héros au sens antique n'est qu'une sorte de fou dangereux qu'il convient d'éliminer en recourant à d'opportunes prophylaxies pacifistes et humanitaires, tandis que le moraliste puritain et fanatique est entouré d'une resplendissante auréole. Tout cela est-il très éloigné du principe de Lénine, consistant à bannir toute conception surnaturelle ou de quelque façon étrangère aux intérêts de classe, à détruire comme un mal infectieux tout vestige de spiritualité indépendante? N'est-ce pas selon la même mystique de l'homme terrestrifié et tout-puissant que prend forme en Amérique comme en Russie l'idéologie du messianisme technique? Il est un autre point sur lequel il convient d'attirer l'attention. Avec la NEP, on avait aboli le capitalisme privé en Russie pour pour lui substituer un capitalisme d'État, capitalisme centralisé sans capitaliste visible, lancé pour ainsi dire dans une entreprise gigantesque à fond perdu. Théoriquement, tout citoyen soviétique est simultanément ouvrier et actionnaire du trust omnipotent et universel de l'État prolétarien. Pratiquement, toutefois, c'est un actionnaire qui ne reçoit pas de dividendes. En dehors de ce qu'il reçoit pour vivre, le produit de son travail va immédiatement au parti qui le relance dans d'autres entreprises sans permettre jamais qu'il s'accumule chez l'individu, mais faisant au contraire en sorte qu'il en résulte une puissance toujours plus grande de l'homme collectif, conformément au plan de la révolution et de la subversion mondiale. Or, si l'on se rappelle ce que nous avons dit à propos de l'ascèse capitaliste, phénomène surtout américain, à propos de la richesse qui, au lieu d'être le but du travail et l'instrument, soit d'une grandeur extra-économique, soit tout simplement du libre plaisir de l'individu, devient en Amérique le moyen de produire un nouveau travail, une nouvelle richesse et ainsi de suite, par des procédés en chaîne qui vont toujours plus loin et n'admettent pas de trêve, on arrive de nouveau à cette constatation qu'en Amérique s'arment de divers côtés d'une façon spontanée dans un régime de liberté, un style identique à celui que, d'une manière sombre et violente, les structures centralisées de la Russie soviétique sont en voie de réaliser. Ainsi, dans la taille inquiétante des métropoles américaines, où l'individu devenu le nomade de l'asphalte prend conscience de sa nullité infinie devant le règne immense de la quantité, devant les groupements, les trusts et les standards tout-puissants, la jungle tentaculaire des gratte-ciel et des usines, tandis que les dominateurs sont enchaînés aux choses mêmes qu'ils dominent le collectif, se manifestent encore davantage et sous une forme encore plus dépourvue de visage que dans la tyrannie exercée par le régime soviétique sur des éléments primitifs et souvent abouliques. La standardisation intellectuelle, le conformisme, la moralisation obligatoire et organisée en grand sur des bases puritaines sont des phénomènes typiquement américains, mais cadrant cependant avec l'idéal soviétique d'une pensée d'État, valable pour toute la collectivité. On a remarqué avec raison que tout Américain, qu'il s'appelle Wilson ou Roosevelt, Bryan ou Rockefeller, est un évangéliste qui ne peut laisser ses semblables tranquilles, qui considère comme son devoir constant de prêcher et de convertir, de purifier, d'élever chacun au niveau moral standard des États-Unis, dont il ne doute pas qu'il soit le plus élevé. On a commencé par l'abolitionnisme dans la guerre de sécession et l'on a fini par la double croisade démocratique wilsonienne et rooseveltienne. Mais même sur une plus petite échelle, qu'il s'agisse de la prohibition, de la propagande féministe, pacifiste, naturiste, de l'apostolat eugénique et ainsi de suite, l'esprit reste le même, c'est toujours la même volonté de standardisation, l'intrusion insolente du collectif et du social dans la sphère individuelle. Il est absolument faux de prétendre que l'âme américaine soit ouverte sans préjugés. Il n'en est pas qui ait autant de tabous. Mais elle se les est assimilés de telle façon qu'elle ne s'en aperçoit même pas. Nous avons déjà dit qu'une des raisons de l'intérêt que porte l'idéologie bolchevique à l'Amérique est l'importante contribution que la technicité apporte dans ce type de civilisation à l'idéal de la dépersonnalisation.
Le standard moral correspond au standard pratique de l'américain. Le confort à la portée de tous et la superproduction qui caractérise l'Amérique ont été payés d'un prix tragique. Des millions d'hommes réduits à l'automatisme dans le travail, à une spécialisation à outrance qui restreint le champ mental et émousse toute sensibilité. À la place de l'ancien artisan, pour qui tout métier était un art, en sorte que tout objet portait une marque de personnalité, et en tout cas était produit par ses propres mains, supposait une connaissance personnelle, directe, qualitative de ce métier même, on trouve une horde de parias qui servent stupidement des mécanismes dont un seul, celui qui les répare, connaît les secrets, avec des gestes presque aussi automatiques et uniformes que les mouvements de leurs machines. Staline et Ford se donnent ici la main, et tout naturellement, un circuit s'établit. La standardisation inhérente à tout produit mécanique et quantitatif détermine et impose la standardisation de celui qui s'en sert, l'uniformité des goûts, une réduction progressive à quelques types, conforme aux tendances qui se manifestent directement dans la mentalité. Et tout, en Amérique, concourt à ce but. Le conformisme sous la forme de matter of fact, like-mindedness, est sur tous les plans le mot d'ordre. Ainsi, quand les digues ne sont pas rompues par le phénomène de la criminalité organisée et par d'autres formes sauvages de supercompensation, nous avons déjà fait allusion à la beat génération, l'âme américaine, allégée par tous les moyens du poids d'une vie responsable d'elle-même, portée vers la sensibilité et l'action sur les rails déjà posés, claire et sûre de babite, devient simple et naturelle, comme peut l'être un légume, solidement protégé contre toute préoccupation transcendante par les œillères de l'idéal animal et de la vision moraliste, optimiste et sportive du monde. On pourrait parler en ce qui concerne la masse des Américains d'une réfutation en grand du principe cartésien cogito ergo sum. Ils ne pensent pas, mais sont. Ils sont, même souvent, comme des êtres dangereux, et ils arrivent parfois que leur primitivisme dépasse de très loin celui du slave, qui n'est pas encore entièrement transformé en homme soviétique. Le nivellement, naturellement, ne manque pas de s'étendre au sexe. L'émancipation soviétique de la femme concorde avec celle qu'en Amérique l'idiotie féministe, tirant de la démocratie toutes ses conséquences logiques, avait déjà réalisé depuis longtemps en corrélation avec la dégradation matérialiste et utilitariste de l'homme. Avec les divorces en chaîne et à répétition, la désagrégation de la famille se poursuit en Amérique à un rythme analogue à celui auquel on peut s'attendre dans une société qui ne connaît que des camarades des deux sexes. Des femmes qui, ayant abdiqué en tant que telles vis-à-vis d'elles-mêmes, croient s'élever en assumant et en exerçant une forme quelconque d'activité masculine. Des femmes qui semblent ne savoir plus être que chastes dans le culte narcissiste de leur corps, et même dans les perversions les plus extrêmes, ou qui demandent à l'alcool le moyen de se décharger des énergies réprimées ou déviées de leur nature. Des hommes et des jeunes filles enfin qui, dans une promiscuité amicale et sportive, semblent ne plus guère connaître la polarité et le magnétisme élémentaire du sexe. Ce sont là des phénomènes de pure marque américaine, même si leur diffusion infectieuse dans la quasi-totalité du monde ne permet pratiquement plus désormais d'en connaître l'origine. Dans l'état actuel des choses, s'il existe à cet égard une différence par rapport à la promiscuité souhaitée par le communisme, cette différence n'est pas en faveur de l'Amérique. Elle correspond en effet à la prédominance du facteur gynécocratique que l'on constate en Amérique, comme dans les pays anglo-saxons en général, toute femme et toute jeune fille considérant comme parfaitement naturel qu'on lui reconnaisse de droit une sorte de prééminence et d'intangibilité morale. Au début du bolchevisme, quelqu'un avait proposé l'idéal d'une musique faite de bruit ayant un caractère collectif en vue de purifier également ce domaine des concrétions sentimentales bourgeoises. C'est ce que l'Amérique a réalisé en grand et a diffusé dans le monde entier sous la forme d'un phénomène extrêmement significatif, le jazz. Dans les grandes salles des villes américaines où des centaines de couples se secouent de concert comme des pantins épileptiques et automatiques au rythme syncopé d'une musique nègre, c'est vraiment un état de foule, la vie d'un être collectif mécanisé qui se réveille.
Il est peu de phénomènes qui expriment comme celui-là la structure générale du monde moderne dans sa dernière phase. Cette structure se caractérise en effet par la coexistence d'un élément mécanique sans âme, essentiellement fait de mouvements, et d'un élément primitiviste et subpersonnel qui entraîne l'homme dans un climat de troubles sensations. Une forêt pétrifiée dans laquelle s'agite le chaos, comme dirait Miller. En outre, certaines représentations théâtralisées du réveil du monde prolétarien, qui faisaient partie du programme bolchevique et ont été réalisées çà et là comme moyen d'activation systématique des masses, ont depuis longtemps leur équivalent, sur une bien plus vaste échelle et sous une forme spontanée en Amérique. C'est le délire insensé des meetings sportifs, centrés sur une dégradation plébéienne et matérialiste du culte de l'action, phénomène d'irruption du collectif et de régression dans le collectif, qui ont d'ailleurs, comme chacun sait, franchi depuis longtemps l'océan. L'Américain Walt Whitman, poète et mystique des démocraties sans visage, peut être considéré comme un précurseur de cette poésie collective incitant à l'action qui, nous l'avons dit, est un des idéaux du communisme et fait partie de son programme. C'est au fond un lyrisme de ce genre qui imprègne de nombreux aspects de la vie américaine. Sport, activisme, production, services. De même qu'en URSS, il suffit d'attendre que des développements adéquats dissolvent les résidus primitifs et chaotiques de l'âme slave, il suffit d'attendre aux États-Unis que les résidus individualistes de l'esprit des Rangers, des pionniers de l'Ouest, et de ceux qui se déchaînent encore et cherchent une compensation dans les exploits des gangsters, des existentialistes anarchiques et autres phénomènes du même genre, soient réduits et repris dans le courant central. Si le cadre de cet ouvrage le permettait, il serait facile de mettre en lumière d'autres points de correspondance permettant de voir, dans la Russie et l'Amérique, deux faces d'une même chose, deux mouvements correspondant aux deux plus grands centres de puissance du monde qui convergent dans leurs œuvres de destruction. L'une, réalité en voie de formation, sous la poigne de fer d'une dictature, à travers une étatisation et une rationalisation intégrale. L'autre, réalisation spontanée et de ce fait encore plus préoccupante, d'une humanité qui accepte d'être et veut être ce qu'elle est, qui se sent saine, libre et forte, et parvient d'elle-même au même point, sans l'ombre quasi personnifiée de l'homme collectif qui, pourtant, la tient dans son filet, et sans l'engagement fanatico-fataliste du slave communiste. Mais derrière l'une et l'autre civilisation, derrière l'une et l'autre grandeur, celui qui sait voir reconnaît les prodromes de l'avènement de la bête sans nom. Malgré cela, il en est qui s'attardent encore à l'idée que la démocratie américaine est l'antidote du communisme soviétique, l'autre terme de l'alternative du soi-disant monde libre. On reconnaît en général le péril quand il se présente sous la forme d'une attaque brutale, physique, extérieure. On ne le reconnaît pas quand il suit des voies intérieures. Depuis longtemps déjà, l'Europe subit l'influence de l'Amérique, et donc l'action pervertissante des valeurs et des idéaux propres au monde nord-américain. Cela par une sorte de contre-coup fatal. En effet, comme on l'a dit avec raison, l'Amérique ne représente qu'un extrême Occident, que le développement jusqu'à l'absurde des tendances de base de la civilisation occidentale moderne en général. C'est pourquoi une véritable résistance est impossible quand on s'en tient au principe de cette civilisation, et surtout au mirage de la technique et de la production. Avec le développement de cette influence accélératrice, il pourrait donc arriver qu'à la fermeture de la tenaille de l'Orient et de l'Occident autour d'une Europe qui, après la Deuxième Guerre mondiale, privée désormais de toute idée vraie, a cessé politiquement aussi d'avoir le rang d'une puissance autonome et hégémoniste mondiale. Il pourrait arriver, disons-nous, qu'on n'éprouve même pas le sentiment d'une capitulation. Il se pourrait que l'écroulement final n'ait même pas les caractères d'une tragédie. La Russie et l'Amérique, dans leur certitude d'être investies d'une mission universelle, expriment une réalité de fait. Comme nous l'avons dit, un conflit éventuel entre les deux pays correspondrait, dans le plan de la destruction mondiale, à la dernière des opérations violentes, impliquant l'holocauste bestial de millions de vies humaines, afin que se réalise complètement la dernière phase de l'involution et de la descente du pouvoir jusqu'à la plus basse des anciennes castes, afin que se réalise l'avènement du pur collectif. Et même si la catastrophe redoutée par certains
résultant de l'utilisation des armes atomiques ne devait pas se réaliser, lorsque s'accomplira ce destin, toute cette civilisation de titans, de métropoles d'acier, de verre et de ciment, de masses pullulantes, d'algèbres et de machines enchaînant les forces de la matière, de dominateurs de cieux et d'océans, apparaîtra comme un monde qui oscille dans son orbite, étant à s'en détacher pour s'éloigner et se perdre définitivement dans les espaces, là où il n'y a plus aucune lumière, hormis la lumière sinistre qui naîtra de l'accélération de sa propre chute.